Sans plus attendre, puisque nous devons impérativement terminer à 11 heures, nous passons à la première table ronde. Patrice Joly vous l'a dit, le thème de la jeunesse corsette un peu nos réflexions, même complètement. Cette première table ronde concernera les mobilités, les services au public en Europe et l'accès aux citoyens ruraux. Pour en parler, j'invite, on va être raccord avec le propos de Madame Suika, j'invite Mihaël Dumitrou à nous rejoindre. Mihaël Dumitrou, beaucoup d'entre vous le connaissent. Allez-y, vous allez vous installer sur cette partie. Les intervenants. Il est directeur général adjoint à la Direction générale agriculture et développement rural de la Commission européenne. Il suit nos travaux. Il était le 9 décembre en visio quand nous étions à Bruxelles dans des conditions techniques très difficiles et on vous remercie d'avoir eu le retour de votre voix, d'avoir pas toujours compris nos questions. Enfin, c'était complètement horrible, mais ça va fonctionner aujourd'hui. Merci d'être venu. Vous êtes accompagné d'Alexia Roubi du cabinet avec laquelle on travaille régulièrement. On vous remercie, Madame Roubi, de vos conseils, de vos éclairages. J'invite à vous rejoindre Guylaine Brohan. Voilà, Madame Brohan, allez-y. Patrice Joly l'a dit, c'est la nouvelle présidente de Famille Rurale. Elle succède à Dominique Marmier, avec lequel on a beaucoup travaillé. On a fondé le Parlement rural. Elle vient de Vendée. Elle était présidente du département de la Vendée. Elle est un peu intimidée. C'est ses premières expressions en public, mais ça va marcher. Nous sommes vraiment entre nous. J'invite maintenant le PDG de la Poste, Philippe Val, à nous rejoindre. Monsieur le PDG, vous nous avez déjà encouragé en disant que « Ruralisons l'Europe unie dans la ruralité », c'était un bon titre. Et on va, comme toujours, la Poste partenaire, beaucoup d'acteurs ruraux, on a toute une série de questions. Et puis alors, j'invite à vous rejoindre, et il arrive avec Madame Aymar, directrice institutionnelle, Francis Tomine. Francis Tomine, qui est le directeur général de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, qui est celui qui nous accueille, que l'on remercie déjà, qui met ses équipes, son matériel, sa salle et ces connaissances, vous allez voir, à notre disposition. Ça n'est pas un hasard si on parle territoire ici, et vous le verrez dans ces réponses, beaucoup d'entre vous le connaissent, la politique de territoire qu'a Groupama, et ce lien qu'il fait entre les territoires ruraux et la ville, c'est quelque chose de longue date, c'est quelque chose d'anticipé. Merci Francis de nous avoir rejoints et de nous accompagner. Je donnerai tout à l'heure la parole sur un point précis, quand on aura avancé dans le débat, à Hélène Noblecourt, qui est la directrice générale d'Unicité, où l'on parlera de services civiques. Il y a beaucoup de maires ruraux et on vous remercie de votre présence. Et l'intervention sera, je pense, raccord avec vos préoccupations. Mihaël Dumitrou, je le disais, on est complètement raccord avec la décision du 30 juin de la Commission européenne. Madame Suika vient d'y faire allusion. Nous avons, je le disais, Patrice Joly l'évoquait également, nous avons aussi, nous, beaucoup avancé sur ces notions, nous avons avancé dans la compréhension, pour le moins, sur ces notions de pacte, d'agenda rural. Dans un premier temps, avant d'en arriver peut-être à la vision à long terme des territoires ruraux, quand on aborde avec vous, Monsieur Dumitrou, cette question des services et des mobilités, quel est votre regard à l'échelle européenne? Manque d'homogénéité, des exemples qui fonctionnent bien? Quelle est votre première réaction? Les micros sont branchés. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Sénateur, Madame et Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les participants. D'abord, permettez-moi de remercier à la présidence française et à l'Association nationale Nouvelle Ruralité pour m'inviter. Et d'abord, j'ai été présent aussi au mois de décembre. Je voudrais vous féliciter d'abord pour le débat et pour faire avancer le débat sur la ruralité dans tous ces événements, qui nous aide beaucoup parce que la création du Parlement rural français pratiquement a suivi notre processus au niveau européen avec la vision à long terme pour les zones rurales et l'activité du Parlement vont en parallèle. Et donc ça beaucoup aide cette réflexion, ce débat. Donc pour cette table ronde, je me sens très bien dans cette table ronde, je vous avoue parce que moi, j'ai des origines rurales, donc j'étais né et j'ai grandi dans un village de Carpates roumains.
Et, et moi, j'ai beaucoup souffert à cause de la mobilité. J'ai oublié de le préciser, vous avez été ministre. Merci beaucoup. À l'époque, il y avait un seul bus qui partait à 5 heures le matin avec les ouvriers à l'usine et retournait le soir. Et c'était la seule possibilité de sortir de mon village. Maintenant, je pense qu'il y a un bus de plus. Donc, voilà, dans 30 années, les choses n'ont pas beaucoup évolué du côté transport public. Par contre, et aussi le mérite de l'Union européenne, le fait que la Roumanie est devenue membre de l'Union européenne, les voiries se sont beaucoup développées. Donc maintenant, il y a plein de voitures, donc des voitures personnelles, mais vous connaissez aussi l'impact des voitures personnelles, le fait que ceux qui n'ont pas un permis ou ceux qui sont seniors et puis les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se permettre, avec les flambées de prix récents, donc la possibilité d'utiliser la voiture, ça diminue. En plus, on discute toujours de réduire les gaz à effet de serre et remplacer les anciennes voitures avec des voitures vertes. Et je ne pense pas que les gens dans le milieu rural ils peuvent se permettre d'acheter ces voitures d'abord. Et deuxièmement, je ne vois pas l'évolution des bornes de recharge dans le milieu rural. Bon, je les vois avancer peu à peu à Bruxelles et à Bucarest, mais je ne pense pas que prochainement je peux voir des bornes dans mon village. Vous savez, la situation en Europe, c'est très diverse. Donc, c'est une grande diversité, c'est très différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, même d'un département à l'autre. Mes collègues ils m'ont sorti quelques données pour vous donner un peu l'image au niveau moyen et européen. Par exemple, selon une recherche du réseau européen d'observation de l'aménagement du territoire ESPON, pour accéder aux services principaux dans une grande ville, vous les trouvez tous dans un rayon de 4 km. Mais si vous êtes dans une zone rurale, et surtout dans une zone rurale reculée, vous avez besoin de 7 km pour trouver un commerce de détail, 8 km pour une école primaire, 10 km pour une pharmacie, 13 km pour la banque, 17 km pour l'école secondaire, 21 km pour l'hôpital. Et puis ils ont dit aussi 27 km pour le cinéma. Peut-être que c'est pour ça que les cinémas vont disparaître. Mais il y a quand même moyen de le remplacer à la maison. Mais 21 km, si vous avez besoin d'une urgence vitale, et d'autant plus que la qualité des réseaux routiers c'est très mauvais, ça peut mettre les vies en danger. Puis, donc, si je parle d'autres moyens de transport, par exemple, l'accès c'est assez limité, donc l'indicateur de performance ferroviaire calculé par nos services indique que cette performance est 1% pour les zones rurales contre 16% pour les zones urbaines. Et je ne parle pas de l'accès à l'aéroport qui sera peut-être beaucoup pire. Donc, au niveau européen, vous savez, dans la vision, dans cette communication, dans la stratégie, donc, un des piliers, c'est d'avoir des territoires ruraux mieux connectés. Et ici, on parle des connexions d'abord le digital, le numérique. Donc, il y a même une cible au niveau européen de couvrir tous les territoires ruraux dans une certaine période de temps. Et puis, il y a toute la question de mobilité. Bon, vous savez que cette communication n'apporte pas de financement supplémentaire. Donc c'est un document stratégique d'orientation politique, horizon de 2040, mais elle a le but de mieux mettre en coordination les politiques, les systèmes de gouvernance et d'activer les acteurs ruraux. Donc, comme la vice-présidente vous a mentionné ici, nous avons lancé un processus d'un pacte rural. Nous l'avons lancé au mois de décembre. Et elle vous a invité, et je le joins à vous inviter tous pour notre conférence de 15-16 juin à Bruxelles. C'est une première conférence que nous faisons après la pandémie en présentiel, mais aussi la possibilité de vous connecter. Et jusqu'à maintenant, de décembre jusqu'à maintenant, nous avons 900 des acteurs qui se sont inscrits dans cette logique de création du pacte. Et à Bruxelles, nous voulons décider comment aller plus loin. Et la Commission, elle ne veut pas dire comment aller plus loin, elle veut faciliter ce processus.
et laisser les acteurs de trouver la voie la plus appropriée. Et puis cette communication a derrière un plan d'action rurale avec des actions bien précises. Donc je veux pas, il y a 30 actions, je ne veux pas les dire ici, il y a 9 actions, il y a une action phare. Et nous avons aussi au niveau de l'Europe, au niveau de Bruxelles, quelques actions qui devraient aider ce processus. Par exemple, nous avons mis en place un mécanisme de rural proofing où nous avons vérifié que toutes les initiatives politiques dans les agendas de la Commission sont aussi regardées du point de vue des besoins des espaces ruraux. Et aussi, nous allons créer un observatoire rural pour voir qu'est-ce qui se passe dans les zones rurales de l'Europe et pour fournir des informations aux décideurs politiques autant pour pouvoir intervenir et voilà, faire les choses mieux. Donc, nous avons aussi des instruments. Nous avons des instruments dans les politiques et dans les fonds. Je parle ici de la politique agricole commune, des 2 fonds de la politique agricole commune. Et comme vous savez, nous avons ces instruments où nous pouvons faire des investissements, nous pouvons faire de la coopération. Nous avons fêté l'année passée, à la fin, 30 années de méthode leader en Europe, qui nous pensons c'est une méthode de développement rural qui donne, disons, l'action au groupe des actions locales, donc ils sont mieux placés pour décider qu'est-ce qu'il faut dans un territoire, quel type de stratégie il faut développer. Et dans ces instruments, il y a la possibilité, bien sûr, de soutenir des méthodes modernes de mobilité, de développer des mobilités vertes, de développer des plateformes, de faire des investissements, de mettre des territoires et des localités en commune, de trouver des solutions. Et puis la liaison avec le fonds régional et la politique de cohésion. Vous savez, je me souviens, je dirais un peu vieux dans cette position et dans ce domaine. Donc j'ai suivi beaucoup des processus de programmation des fonds européens. Je me souviens beaucoup des débats qu'on a eus entre la liaison pour la mobilité, par exemple dans des pays avec des structures fédérales ou régionales, comment lier les grands axes aux axes régionaux et aux axes locaux. Et j'ai des expériences assez présentes dans ma tête, par exemple en Italie, où il fallait convaincre les politiciens qu'il faut assurer aussi la liaison entre les grands axes pour aller au local, pour permettre d'abord d'écouler la production locale, pour permettre la mobilité des gens, pour donner la chance de développement local. Et je vais finir, parce que sinon je prends tout le temps, je vais finir par vous donner un autre exemple que je le connais personnellement de mon village. Donc mon village, il mourait. Donc les gens partaient, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de connexion. Donc, et à un certain moment, grâce aux fonds européens, ils ont fait toutes les routes. Donc, ils ont asphalté toutes les routes. Et puis, petit à petit, le village a été envahi. C'est pas très loin de Bucarest, donc c'est 100 km de Bucarest, mais il y avait des résidences secondaires qui se sont installées, des activités économiques qui sont apparues, et puis tous les services additionnels qui sont venus juste parce qu'il y avait la possibilité d'arriver facilement dans le village. Donc voilà, je dirais que la mobilité, les services de transport, la connexion d'un village ou d'un territoire rural, c'est comme le système de circulation du corps humain. Donc s'il y a une faiblesse quelque part, soit on risque de mourir, soit on risque de perdre une fonctionnalité de notre corps. Donc voilà, je pense que c'est une des priorités principales si on veut donner une chance à ces territoires de développement, de mettre en valeur leurs opportunités et leurs atouts. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Je pense que merci. Miraël, en quelques mots, parce que merci de respecter le temps. Dans cette communication de la vision à long terme des territoires ruraux, pour revenir au sujet qui nous réunit, des jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire si la jeunesse est prise particulièrement en compte, si ça va être l'objet de ces réflexions, de ces ajustements? Oui, certainement. D'abord, vous savez que cette initiative fait partie d'une des 6 priorités de la Commission von der Leyen, et cette priorité, c'est la démographie et démocratie. Donc d'abord, c'était pensé dans une logique et une analyse très poussée, très profonde sur la démographie en Europe. Et la démographie en Europe, vous savez qu'est-ce qu'elle montre?
Il nous montre le vieillissement, le départ de la jeunesse des rurales. Donc, tous ces phénomènes sont plus aggravés dans les rurales que dans les urbains. Donc, on est parti d'ici. Donc, et on a donné une place particulière aux jeunes. Et vous savez que dans la politique agricole commune, la nouvelle politique que nous sommes en train de mettre en place maintenant, nous avons mis comme le renouvellement générationnel comme une des priorités clés. Et nous avons même fixé des seuils de financement minimal pour demander aux États membres de payer et d'investir davantage dans le renouvellement générationnel, d'attirer des gens ou de garder les gens dans les milieux ruraux. Et il y a d'autres initiatives. Et vous savez, par exemple, nous avons développé au niveau européen cette idée de village intelligent. Et nous pensons que si on offre, vous savez que les gens, ils aiment beaucoup le numérique, les technologies modernes, mais ils aiment aussi la vie saine et la vie dans la nature. Donc il y a une nouvelle attraction de milieu rural pour pouvoir mieux vivre dans la nature que dans les grandes agglomérations urbaines. Donc il y a une attirance. Donc il faut l'utiliser. Il faut donner la chance de générer des emplois de qualité, des emplois dans des domaines de points. Et donc, nous travaillons sur ces domaines-là. Et une dernière mot, et je m'arrête. Et vous savez que nous, au niveau européen, nous avons aussi décidé d'utiliser une bonne partie des fonds de recherche de Horizon européen pour analyser et venir avec des solutions pour l'économie rurale et pour les territoires ruraux. Merci Mireille d'avoir synthétisé vos propos. Guylaine Brohan, avant de vous donner la parole, peut-être rappeler l'enquête de l'IFOP qui date de 2021. Jean-Baptiste Beau, votre chargé de mission qui est là et qu'on salue, nous la commente et nous en parle très souvent, parce que vous en faites régulièrement. Il y en avait une quelques années auparavant. Elle nous dit que 72% des personnes ont la sensation que le monde rural connaît un renouveau, soit 29 points de plus qu'en 2018. Deuxième point, le déficit des services publics est le principal frein identifié par le grand public pour s'installer en zone rurale à 64% des personnes interrogées. Et la situation sur place ne semble pas s'améliorer. 52% des ruraux considèrent que leur commune ne bénéficie pas de l'action des pouvoirs publics, contre seulement 27% pour l'ensemble des Français. Enfin, sans surprise, les priorités d'action pour l'avenir du monde rural concernent ces mêmes services publics, la lutte contre la désertification médicale à 52%, contre la désertification scolaire à 37% ou le manque de services sociaux à 34%. Beaucoup d'entre vous vont nous dire « ça confirme ce que l'on pense, ce que l'on vit », mais c'est encore mieux de le dire dans un sondage de l'IFOP à taille réelle. Alors, Guylaine, c'est justement, je crois, le début de votre analyse et de votre propos, ce contexte du recul et vous employez, je crois, directement le terme de fracture territoriale. Oui, effectivement, c'est vrai que dans le milieu rural, on se rend vraiment compte que depuis de nombreuses années, eh bien, il y a un vrai recul, des fermetures de services publics, notamment certains hôpitaux, médecins, écoles, des lignes de train. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre pour les personnes du milieu rural. La question de la mobilité, c'est aussi important parce que dans le milieu rural, on est obligé d'avoir son véhicule. Et depuis quelque temps, on parle beaucoup d'inflation carburant. Et là, c'est un gros problème dans les budgets des familles. Il faut parfois choisir plutôt dépenser plutôt du carburant que de l'alimentation parce qu'il faut aller travailler ou de la bonne alimentation. Donc, c'est grave ce qui se passe actuellement pour le milieu rural. En moyenne, on dit que dans le milieu rural, on dépense 40% de plus de carburant dans le milieu rural qu'en ville. Donc c'est fort. Ça fait vraiment un écart dans la France entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, donc quand même 72% des personnes sont heureux de vivre dans le milieu rural. Et ça, je pense que c'est important de le dire
Le milieu rural, c'est parfois difficile, mais aussi c'est quand même... Alors, le confinement, il a fait pour beaucoup. Les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, on vit mieux dans le milieu rural, l'air est plus sain. Mais il faut quand même ne pas oublier, et ça c'est important, de tenir compte justement de rééquilibrer au niveau pour les déplacements des personnes. Donc c'est vrai, la France comme l'Europe a un rôle à jouer. Alors peut-être un agenda rural européen qui pourrait inclure un modèle spécifique de mobilité dans les zones à basse densité. Parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas mettre un grand bus de 50 places, voilà, mais il existe des petits bus. Enfin, il y a des solutions pour permettre au milieu rural aussi. Ce qui a permis aussi au milieu rural d'avoir plus d'attrait, c'est aussi quand même les moyens qui ont été donnés par rapport au télétravail. Par rapport, ça a beaucoup aidé quand même. Les personnes dans le milieu rural n'avaient plus besoin de se déplacer autant. Ça, c'était quelque chose. Le numérique, mais après, voilà, nous avons fait des propositions. Est-ce que... Oui. Hein, voilà. Alors, c'est toujours la même chose avec les différentes associations. On a toute une série de propositions parce que toutes ces revendications sont légitimes, mais elles sont, et c'est raccord avec votre propos, elles sont nombreuses. Donc, quelles sont ces principales propositions ? On en a 50, des propositions pour les élections législatives maintenant. Et c'était les mêmes pour présidentielles. Donc, la plus importante, c'était mettre en place... Enfin, la plus importante. Non, elles sont toutes aussi importantes, mais je ne vais pas en parler des 50, parce que là, on passera toute la journée. La première, c'est vraiment mettre en place un socle minimum de services publics pour la santé, l'éducation, le transport, le numérique. Pour les déserts médicaux, eh bien, soutenir l'implication des maisons de santé, des centres de santé publics, en expérimentant des salariats de médecins, ou voilà. Le très haut débit, ça c'est important. Il faut vraiment un développement dans toute la France parce qu'il y a vraiment des écarts entre les régions par rapport à ça. On a aussi ce qui est important par rapport au déplacement. Là, c'est ce que je disais, je l'ai dit tout à l'heure, prévoir d'avoir les mêmes, de pouvoir se déplacer plus facilement dans le milieu rural, pas toujours être obligé de prendre sa voiture. Mais on a déjà fait des choses. Ouais, j'y vais. Ok. Donc, Famille Rurale, on a déjà fait des choses. C'est vrai qu'on a fait des propositions. Mais Famille Rurale existe depuis plus de 70 ans. Et on est déjà dans les territoires. Juste quelques chiffres. On est sur 10 000 communes en France, en métropole et puis outre-mer. Et on apporte au quotidien des solutions pour nos 120 000 familles adhérentes avec 2 000 associations qui sont sur tout le territoire de France. Est-ce qu'on peut parler d'un rôle de médiation ? De médiation, c'est-à-dire de contact, de libérer la parole de ces familles, de recueillir, d'être vraiment dans une démarche de proximité, d'écoute. Voilà. Eh ben, c'est la première de nos valeurs à Famille Rurale, c'est l'écoute, la proximité. Et c'est pour ça que les associations locales qui sont dans toutes les communes rurales, enfin un nombre important, connaissent leurs familles et elles sont présentes. Alors, par exemple, quand il y a dans les maisons France Service et les relais familles, ce sont des bénévoles de nos assos qui font la gestion. On a créé 200 points numériques, 200 points de médiation numérique. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on dit le numérique, mais il faut quand même savoir se gérer, enfin savoir faire de l'ordinateur tout simplement. Alors on dit oui, les aînés, c'est les aînés qui savent pas, mais c'est pas vrai. Il y a aussi des jeunes, il y a aussi des familles qui savent pas forcément faire une déclaration d'impôt. Donc nous, avec ces points de médiation numérique, on accompagne dans la proximité les familles dans les territoires. On a aussi un programme portail. Alors là, c'est avec les fonds européens. Pour la création d'une trentaine de tiers-lieux sur la France. Et puis, ce qui est important aussi, quand on parle de proximité, c'est nos nombreux accueils de loisirs. On a des crèches, nous avons des restaurants scolaires. En fait, toutes ces gestions par des bénévoles d'associations, c'est parce qu'ils connaissent bien
les besoins des familles de leur commune, qu'ils gèrent vraiment en connaissance de cause. Alors, bien sûr, avec les municipalités et bien sûr avec les communautés de communes en convention. Et puis, pour soutenir l'innovation, Famille Rurale a créé un fonds de dotation pour obtenir les soutiens des mécènes privés. Et il y a un appel à initiative qui est organisé chaque année. Et en 2021, eh bien, le thème, c'était la mobilité en milieu rural. Et je peux peut-être vous donner un exemple d'un des lauréats de ce Grand Prix, qui était la mise à disposition de véhicules électriques pour les aides à domicile dans l'Indre. Alors, ce projet, ça permettait de conjuguer à la fois la mobilité propre et le pouvoir d'achat. Donc, c'était vraiment, au fond, on est à plat. Ben voilà. Et on s'aperçoit avec cet exemple de Rural Move que quand il y a des projets concrets et structurés, des mécènes et des partenaires peuvent venir. Si la demande est formulée précisément, d'autant plus là qu'il s'agit d'innovation, ça fonctionne. Et Rural Move en est un exemple. Vous évoquiez tout à l'heure, merci Guylaine, ces propositions et ces messages aux élus. Rappelez, beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais que le Parlement rural français est allé le 31 mars dernier à la rencontre de tous les candidats, tous sauf 2, de tous les candidats à la présidentielle dans une délégation large à bord d'une camionnette d'épicier mais relookée moderne, pas ringard et pas retour banal, néo-rural à la campagne. Une super camionnette pilotée par un épicier d'emprunt, Frédéric Cagnato, chargé de mission de nouvelle ruralité. On est allé voir l'ensemble des candidats avec des dialogues qui, très souvent, pour beaucoup des candidats ou de leurs représentants, avaient été préparés et tous ont reçu les priorités des demandes. Les campagnes s'invitent dans la campagne. Il y a vraiment des cerveaux dans ces structures-là. C'est extraordinaire. Bien, merci Guylaine. On reviendra peut-être à vous. Monsieur le PDG de la Poste, voilà, on peut applaudir Madame Brohan. Premier examen de passage largement réussi, Madame Brohan. Voilà. Philippe Val, la Poste, Patrice Joly le disait, la Poste accompagne beaucoup d'acteurs des territoires ruraux, de responsables d'associations, vous connaissent bien évidemment pour votre capacité à irriguer l'ensemble des foyers, y compris les plus reculés, entre guillemets, mais connaissent aussi pour soutenir. Vous êtes un partenaire, vous avez du recul parce que vous avez une longue carrière dans le privé en tant qu'énarque, mais vous êtes depuis quasiment 10 ans, 2013, PDG de la Poste, que vous avez largement contribué à ouvrir à l'international, où vous faites une grande part de votre chiffre d'affaires. Donc la mutation est en place. Premier point avec vous, même si c'est une question classique que l'on peut vous poser, sur ce territoire, avec ces complexités, avec ces questions d'accès, vous faites quoi dans l'innovation, dans le développement et dans le projet en général ? Alors d'abord, je me sens concerné par ce qui a été dit sur le retrait des services publics. On parle entre nous, j'ai l'habitude de voir les élus politiques, les sénateurs, les maires, les présidents d'associations. Bien sûr que nous sommes questionnés là-dessus. Et notre volonté stratégique, c'est de rester dans les territoires. D'abord parce qu'il y a une loi de la République qui crée une mission de service public d'aménagement du territoire et que c'est l'histoire de la Poste et ses valeurs que de tenir cet engagement de service public. La deuxième chose, c'est que nous sommes un employeur très nombreux dans les départements ruraux. Je vais cet après-midi, après vous avoir quitté dans la Drôme, voir des élus, Drôme qui est un département partiellement rural, des élus et des postiers, et il y a 1500 postières et postiers qui travaillent dans la Drôme. Vous avez 250 000 salariés en France. Non, en France, on n'a que 220 000 salariés. 250 000, c'est avec ceux qui sont à l'international. Mais la responsabilité du patron, c'est de développer cet emploi dans la Drôme. Et Patrice Joly le sait bien, j'ai rendu visite au département de la Nièvre dans la période récente, et c'était mon même discours.
c'était comment on fait pour que dans 10 ans, alors que la lettre est en train de disparaître quand même, il reste des emplois pour participer au développement local. C'est ça la clé d'une entreprise comme la nôtre. Eh bien, je pense que notre participation d'abord aux Maisons France Service est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est notre partenariat avec les élus d'un côté et avec le milieu associatif et économique de l'autre. Et donc, nous avons lancé également des bus ou des camions pour aller à domicile. Nous avons ce réseau de présence, soit physique, soit avec le déplacement des facteurs qui va partout en France, tous les jours. Et c'est ça que nous essayons de préserver avec vous. C'est ça l'enjeu. Il faut que vous soyez conscients, par contre, qu'il y a deux contraintes, deux choses qui vont dans le sens inverse. La disparition progressive de la lettre, 18 milliards de lettres distribuées en 2008, 6 milliards l'année prochaine. On ne peut quand même pas faire comme si ça n'arrivait pas. Et aussi le fait que les gens visitent moins les bureaux de poste comme ils visitent moins tous les lieux physiques. Donc c'est ça les deux contraintes avec lesquelles nous jouons. Mais notre volonté stratégique, par rapport à votre question, c'est de rester dans les territoires et d'être au soutien du développement des territoires. Et ça, c'est fondamental dans notre stratégie. Et est-ce que dans ces territoires, on peut envisager de nouvelles fonctions, aller plus loin dans la diversification ? Bien sûr. Alors, vous savez, on a beaucoup développé une chose pour les tout petits bureaux de poste. On a 4000 bureaux de poste où il y a un seul postier ou une seule postière. 4000 sur le territoire. Et le nombre des visites n'est pas considérable. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait qu'un postier. Eh bien là, très clairement, on a développé avec les maires, ça se fait chaque fois avec les associations d'élus, une nouvelle forme qui s'appelle le facteur guichetier. Le facteur fait la tournée du bourg et de l'espace rural le matin et l'après-midi, il ouvre le bureau de poste. Ben ça, c'est une façon de tenir les lieux. Et je veux redire l'appel à la coopération, tant avec les élus. Monsieur le sénateur, vous le savez, nous souhaitons participer aux Maisons France Service lorsqu'elles sont tenues par une collectivité locale, et pas par nous, qu'avec les associations. Et je trouve très intéressante l'initiative de Mme Brohan autour des tiers-lieux. Nous, on est prêts à participer à un tiers-lieu. Parce que la bataille de nous tous, quand même, dans le rural, c'est la fréquentation. On peut tenir un lieu s'il est fréquenté. Vous pouvez prendre les choses comme vous voulez. S'il n'est pas fréquenté, on n'arrive pas à le tenir sur le long terme. Et je pense que moi, je serais, par exemple, absolument ravi que les familles rurales utilisent un bureau de poste comme un lieu d'accueil ou la MRF. Vous voyez, on est prêt avec les associations aussi à travailler là-dessus. Donc, on pense que la mutualisation des lieux dans le rural est une solution parce qu'elle aide la fréquentation. Et s'il y a de la fréquentation, alors on n'a plus à être inquiet. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, pas au hasard. Il y a un mois, j'étais dans l'Aude. Et dans l'Aude, j'ai été dans un petit village qui s'appelle Belle-Pêche. Ben, je sais que dans 20 ans, il y aura encore un lieu d'accueil postal à Belle-Pêche. Pourquoi ? Parce que le maire a créé une maison où il y a les associations, la poste, les services communaux. Et bien ça assure une stabilité de la fréquentation qui fait qu'à mon avis, il n'y a pas de risque de départ. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a un flux et une fréquentation. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi d'être avec vous, pour vous dire que ça passe par la fréquentation. Et la fréquentation dans le rural, ça passe par la coopération et la mutualisation. Fréquentation et partenariat, mais est-ce à dire que par rapport à 2013, quand vous prenez les rênes de la Poste, vous êtes plutôt plus optimiste et vous voyez, vous sentez des solutions ? Mon métier, c'est d'être optimiste. Un patron, c'est optimiste ou ça change de métier. Surtout quand on perd 600 millions d'euros de chiffre d'affaires liés à la lettre chaque année. Vous voyez bien ce que ce serait si, en plus, nous, postiers, on était pessimistes. Donc, nous sommes optimistes. Facteur d'optimisme, facteur de pessimisme. Facteur de pessimisme, parce que c'est cela qu'il faut combattre, la digitalisation.
fait quand même que les gens vont moins dans les lieux physiques. Et ça, c'est tout le monde. Vous voyez, c'est tout le monde. Ça, c'est le facteur de pessimisme. Facteur d'optimisme, c'est notre réunion d'aujourd'hui et le fait que nous essayons cette fois-ci ensemble de trouver des solutions. Et c'est évidemment l'optimisme qui va l'emporter. Mais ça suppose qu'on arrive à travailler autrement entre nous. Vous voyez, il y a une mairie dans un petit village, on met la poste tout près, on crée des choses ensemble. Nous, on est évidemment prêts à mettre des locaux postaux. Le sénateur Blanc me le disait tout à l'heure, on a des espaces partout dans le territoire. On est prêt à la mettre à la disposition de la téléconsultation. Moi, ça ne me choquerait pas. Alors évidemment, il faut la confidentialité, mais à Belle-Pêche, il y avait un espace pour la téléconsultation. Donc, il faut changer nos méthodes, mais à la fin du jour, je reste optimiste. Parmi les paradoxes du nouveau marché, du nouveau monde, n'y voyez pas une allusion politique, il y a le fait que, par exemple, qu'avec Amazon est l'un de vos concurrents, mais sur un autre plan, vous fait travailler. Alors, comme on parlait des raisons de la complexité, il y a la disparition de la lettre, il y a la baisse de la fréquentation, et puis il y a un troisième facteur, vous avez raison de souligner, qui est quand même très compliqué. Notre premier client, Amazon, est notre premier concurrent. Ce n'est pas UPS, FedEx et DHL, les concurrents de la Poste en France et ailleurs. C'est notre premier client. Donc, les élus parmi vous qui ont une longue expérience, ceux qui sont dans l'entreprise, réfléchissez 2 secondes à ce que c'est quand votre premier client est votre premier concurrent. Donc nous l'aimons beaucoup, évidemment, puisque c'est notre premier concurrent, et nous nous efforçons de le satisfaire, mais comme c'est notre premier concurrent, on cherche aussi à faire les choses mieux que lui, et c'est pas que je fasse de la pub pour Amazon. Amazon cherche à prendre des initiatives, y compris dans le rural. Donc on voit bien que cette compétition, elle est redoutable. Moi, je crois vraiment ce que je vous ai dit. Il y a des tas de choses qui sont difficiles. Je pense que nous devons développer la coopération entre nous et que c'est comme ça qu'on en sortira. Et de ce point de vue-là, France Service est un très bon outil de coopération aussi. Votre développement à l'international, il vous apporte le poumon, de l'oxygène sur le plan économique. Vous nous l'avez dit, 30 000 emplois, un chiffre d'affaires extrêmement important. Est-ce que ça vous amène, pour notre milieu rural, la connaissance de pratiques, de meilleures pratiques? Est-ce que c'est un champ d'expérience, d'expérimentation? Alors oui, quel est notre métier à l'international? C'est de distribuer des colis. Et donc, nous sommes présents en Roumanie. Notre marque, c'est DPD. Nous sommes présents au Royaume-Uni. Vous allez dans le village de Mirael? S'il a commandé un colis, je suis sûr que oui. S'il n'a pas commandé de colis, là, on n'y va pas. Parce les routes sont refaites. Donc non, mais ce que je veux dire, s'il a commandé un colis, on y va. S'il n'a pas commandé de colis, comme on n'est pas dans un service public, on n'y va pas. Mais oui, on est partout en Europe. On est absolument partout en Europe. On est le numéro 1 maintenant de la livraison de colis en Europe. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y a énormément de croissance. Ça ne nous empêche pas d'investir en France, absolument partout. Mais évidemment, le fait de nous rencontrer régulièrement, les gens de Géopost, c'est ça la filiale de la Poste qui fait le colis international, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 14,7 l'année dernière. Donc on a énormément pris de croissance. Et le fait de partager toutes nos expériences est évidemment extrêmement utile. Oui, on apprend beaucoup de choses grâce à cette expérience essentiellement européenne, puisque l'essentiel aujourd'hui en Europe, même si on a commencé des choses en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Merci Philippe Val. Francis Thomine, je le disais en ouverture, vous êtes un acteur des territoires. Encore merci de votre accueil. On a l'impression d'être ici chez nous. Et acteur des territoires, ça n'est pas qu'un mot, ça n'est pas que quelque chose que l'on lance comme ça en essayant grossièrement de dire qu'il s'agit d'une valeur. Vous le cultivez sur cette zone qui n'est pas tout à fait celle de la région administrative d'Ora, mais pas loin, puisque vous avez des départements d'autres secteurs. Vous êtes resté, c'est une question sans doute récurrente que l'on vous pose, mais vous êtes resté avec du présentiel sur les territoires, du présentiel en physique, au-delà des réalités économiques. Il faut quand même avoir une
sacrée volonté pour aller dans certains territoires reculés de l'Auvergne que je connais bien. Je vous confirme ces propos. D'abord, je voudrais saluer l'ensemble des personnes qui sont présentes dans cette salle. D'abord, c'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui ici à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Comme vous l'avez dit, vous êtes ici chez vous. C'est d'une sincérité sans faille. Et ravi effectivement d'accueillir cette réflexion autour de la ruralisation en Europe. Mais finalement, quand je vous ai écouté, cher monsieur, quand vous avez donné les chiffres que vous avez donnés, j'avais l'impression d'être en France. Et alors pourquoi j'avais l'impression d'être en France ? Parce que je vis moi-même au cœur du monde rural. Voilà, je m'y suis installé maintenant il y a 2 ans parce que c'est bien d'en parler, c'est mieux de le vivre. Moi aujourd'hui, pour une urgence vitale, mon âge avancé fait que j'ai des probabilités d'aller vers des urgences vitales de plus en plus rapprochées. Eh bien, effectivement, la distance de cette urgence vitale est pratiquement à 50 km de mon lieu d'habitation. Pas à 21 km, mais à 50 km. Donc, pour vous dire à quel point nous vivons aujourd'hui dans un environnement rural qui, effectivement, il y a encore 10 ans, ne faisait plus partie des réflexions de nos grands dirigeants, quels qu'ils soient. Et on nous expliquait, preuve à l'appui, que en fait, se développer pour une entreprise comme la nôtre, c'était les grands centres urbains. Et on m'expliquait, moi, à Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, que j'avais beaucoup de chance de devenir le directeur général de cette entreprise parce que j'avais 4 grandes métropoles sur mon territoire, en l'occurrence Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Grenoble, et que j'allais pouvoir me régaler en tant qu'entrepreneur. Eh bien, nous avons fait le choix contraire. Nous avons été à contre-courant avec effectivement une très forte conviction. Et quand vous allez à contre-courant, il faut avoir de très fortes convictions. Parce que beaucoup d'éléments perturbateurs viennent vous expliquer que vous êtes en train de faire de grosses bêtises, que vous allez dépenser beaucoup d'argent et que vous allez en perdre beaucoup. Et que perdre de l'argent, ce n'est pas un métier. C'est vrai, perdre de l'argent, c'est pas un métier. Mais par contre, investir, c'est un métier. C'est le métier des entrepreneurs. Et le deuxième point commun, et je me tourne vers le président de la Poste, qui a dit quelque chose d'extrêmement important, le métier d'entrepreneur, qu'on dirige des entreprises publiques ou des entreprises privées, c'est de créer de l'emploi. Parce qu'on le sait, l'emploi aujourd'hui, c'est un vecteur stabilisateur social. On sait que ce sont des sujets d'actualité, l'environnement social et toute la dégradation que nous avons pu vivre ces dernières années et qui se sont aggravées. Eh bien, l'emploi permet aux gens de pouvoir se projeter dans la vie, d'avoir des projets et de pouvoir effectivement regarder l'avenir avec l'optimisme que je partage complètement avec le président. Donc, on s'est penché sur ces sujets-là. On a observé, on a eu la chance de travailler avec un acteur, monsieur Vincent Passini, qui nous a aidés à mieux comprendre nos environnements, à mieux les analyser et à se dire que finalement, il y avait un avenir dans le monde rural. Alors, on n'imaginait pas, on n'avait pas du tout anticipé, heureusement d'ailleurs, le phénomène du Covid que nous venons de vivre de façon extrêmement brutale et avec toutes les conséquences humaines que ça a créées et le changement de comportement avec une vitesse exceptionnelle. Et on observe aujourd'hui cette attirance forte vers ce monde rural qui s'accélère. Chez moi, là où je vis, j'étais jusqu'à présent entouré d'un environnement agricole, bien évidemment, des champs barrants pour ceux qui connaissent, une très jolie petite montagne et le Vercors juste derrière. Donc là, on est dans un domaine assez exceptionnel. Et les petits oiseaux et tout ce qui va avec. Et puis, en l'espace de 2 ans, déjà 3 maisons, avec de jeunes familles, sont venues se construire et s'installer. Rénovation de corps de ferme qu'on voyait totalement abandonnés et qui sont en train de se rénover. Donc en plus, ça a une vertu, c'est de rénover le patrimoine français. Et Dieu sait si dans nos campagnes, on a un patrimoine assez exceptionnel qui avait été assez délaissé ces 10, 30, 40 dernières années. Donc on observe effectivement un mouvement de nouveau vers le rural. Alors beaucoup de gens me disent « Non mais c'est un épiphénomène, tu vas voir, tout ça va durer quelques années et tout le monde retournera très vite dans le monde urbain. » C'est pas ce que nous observons. Et c'est pour ça que nous avons décidé, au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, qui effectivement, comme vous l'avez dit, ne concerne pas tout à fait la région administrative, puisqu'il nous manque la Drôme et l'Ardèche pour la partie Rhône-Alpes, et le Cantal pour la partie Auvergne. Mais nous avons cette chance
d'avoir la Nièvre, le Cher et la Saône-et-Loire, et qui fait qu'effectivement, on a 12 départements qui nous permettent d'avoir, et c'est très prétentieux ce que je vais dire, et je m'en excuse à l'avance, une représentation assez précise de ce qu'est la France, quelque part, avec des départements extrêmement ruraux, et avec effectivement des départements où nous avons de très grandes métropoles. Et puis avec un management de proximité, à la différence de certaines entreprises, y compris sur votre secteur, qui se sont recentralisées. Absolument. Alors, effectivement, dans un mouvement jacobin. Il y a 10 ans, tout le monde disait les agences, la proximité, liée à cette fréquentation que vous avez parfaitement expliquée, donc je n'y reviens pas, fait qu'économiquement, le modèle de la présence ne tient pas la route. Alors nous avons une chance, nous, extraordinaire, c'est que nous sommes une structure mutualiste. Donc nous n'avons pas d'actionnaires, proprement dit. Donc moi, je n'ai pas la contrainte du versement de dividendes à des fonds de pension chinois, qatariens, américains, qui sont forcément très importants, puisque ce sont des gens qui investissent. Et je le disais, l'investissement est le moteur du développement. Mais nous n'avons pas à nous poser la question du cours de bourse toutes les 5 minutes pour savoir si nous remplissons nos objectifs. Par contre, nous avons l'obligation, en tant que mutualiste, de dégager des profits. C'est toujours la question de se dire, est-ce qu'il faut dégager des profits ou pas? Le débat est clos. Il faut dégager des profits quand on est un entrepreneur. La bonne question, c'est qu'est-ce que vous en faites de ces profits? Et nous, on a toujours effectivement regardé, depuis plus de 150 ans maintenant, puisque nous sommes nés dans le monde rural, du monde agricole, et nous sommes nés dans le monde rural sur une base de valeurs simples, la solidarité. Et vous le disiez très justement, et je le partage complètement, c'est-à-dire qu'ensemble, on sera toujours beaucoup plus fort que chacun dans son coin. Or, c'est vrai qu'on a été dans des sociétés ces 40, 50 dernières années où on a quand même développé l'individualisme, non pas au service du collectif, mais au service de soi-même. Et on s'est servi du collectif pour se servir soi-même. Nous ne sommes pas dans ce modèle-là. Nous sommes dans un modèle où, effectivement, nous servons le collectif. Et le collectif nous le renvoie bien. Nous avons cette chance, à travers notre organisation, d'être au contact du terrain, au contact de nos maires, et principalement de nos maires ruraux. Sur l'environnement Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons 4200 collectivités. Nous en assurons 3200. Nous sommes très nettement le premier assureur du monde des collectivités. Et quand vous êtes le premier assureur du monde des collectivités, inévitablement, vous vous confrontez à la problématique de ces collectivités. Et pas uniquement dans la gestion de risque. Vous avez ces débats qui sont laissez une agence chez nous et je vous promets qu'on arrivera à faire des choses ensemble. Et c'est ce que nous avons constaté. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, quand mon prédécesseur, un prédécesseur par définition, laisse toujours son testament, en général, eh bien, dans son testament, il y avait fermeture d'une vingtaine d'agences et la fermeture de 4 centres de gestion. Nous en avions 8 sur nos territoires. Il me préconisait d'en fermer 4. Rationalisation, recentralisation. Eh bien, nous avons fait le contraire. Alors, quand votre prédécesseur vous accueille, et je lui fais un petit coucou parce qu'on a eu ces débats-là après, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, vous dites toujours oui, bien évidemment, je suivrai tes conseils. Voilà. Et puis, vous prenez un peu de recul et vous faites le tour de ces territoires et vous vous dites, est-ce que finalement, c'est ce qu'il faudrait que je fasse? Je ne peux pas me prétendre être un acteur du territoire et fermer 20 agences. Donc, nous avons fait tout le contraire. Et nous en avons réouvert depuis 10 ans une vingtaine. Et plutôt dans l'environnement périurbain rural. Nous avons aussi créé 4 groupes Amacar. Et nous avons défini, ça, les marketeurs ont toujours la punchline qui va bien, vous êtes ici, nous aussi. Et à travers ce groupe Amacar, nous faisons la tournée de ces zones rurales. J'étais, il y a quelques jours en arrière, au fin fond de la Haute-Savoie, à la frontière suisse, Châtel. Il faut y monter là-haut. Mais c'est extraordinaire de voir la vitalité de ces gens-là. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que l'hiver, il y fait froid. Et ce sont des gens, j'avais une centaine de personnes en face de moi, donc des ruraux et des vrais. Et je peux vous dire que les échanges qu'on a créés tout au long de cette soirée étaient extraordinaires. Et vous le disiez, ça donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Et moi, je suis extrêmement persuadé que le monde rural est une des réponses, ce n'est pas la réponse, mais c'est une des réponses à notre capacité à redonner de l'espoir aux gens en leur permettant de vivre dans un environnement qui est effectivement certainement plus confortable
Je me balade ici avec un petit... J'étais hier, là aussi, dans le monde rural, et on avait un de nos élus qui est un spécialiste des plantes médicinales. Et donc, il nous a distribué quelques plantes médicinales. Il m'a dit, gardez ça, ça détend, ça rend zen. Alors, je vais le garder, je vais voir si ça donne de l'effet, parce que dans un environnement économique que nous vivons aujourd'hui, cette guerre européenne terrible, eh bien, ça stresse un peu quand même. Donc, c'est bien d'avoir un peu de calme autour de soi. Et je garde précisément tout ça pour vous dire qu'effectivement, nous sommes extrêmement implantés dans le monde rural. Nous y tenons, nous en sommes fiers. Et nous faisons tout ce qui est possible. Et on a eu déjà de nombreuses discussions avec monsieur le sénateur. Je regarde Étienne Blanc, avec lequel on a eu de nombreux échanges aussi sur ces différents sujets. Et toutes les rencontres que nous faisons, politiques, économiques, industrielles, nous permettent de dire qu'il y a un avenir dans le monde rural. Mais bien évidemment, et je finirai là-dessus, ce monde rural, il faut l'accompagner d'infrastructures. Si nous n'avons pas les infrastructures de mobilité que vous venez de rappeler, si nous n'avons pas les infrastructures sanitaires qui sont fondamentales, et dans le sanitaire, on balaye un spectre extrêmement large, eh bien, alors si nous n'avons pas les structures d'éducation, alors évidemment, j'ai une compagne qui est directrice d'école de maternelle et qui vit ces problématiques-là au quotidien, eh bien, effectivement, alors nous heurterons inévitablement à un certain nombre de difficultés et nous rencontrerons dans ce monde rural ce que nous rencontrons déjà dans ce monde urbain, c'est-à-dire des fractures sociales assez conséquentes sur le non-respect d'un certain nombre de nos valeurs. C'est pour ça que ce monde rural, quelque part, doit nous permettre de nous protéger et de montrer effectivement qu'on peut aujourd'hui vivre dans ces environnements avec des perspectives très optimistes qui répondent à de nombreux enjeux sociétaux, économiques, parce qu'on peut développer de l'économique dans le monde rural et qui permettent effectivement aussi, je tenais à le dire, à préserver notre planète, parce qu'on peut faire des choses dans le monde rural tout en préservant notre planète et c'est un sujet aussi d'actualité. Donc on voit que le monde rural porte beaucoup de sujets d'actualité, donc il faut nous rejoindre dans le monde rural. Bon, alors, je dis ça devant vous, mais vous êtes très concernés par le monde rural, mais je le dis au monde urbain. Et je dis à monsieur le président de la Poste, j'ai failli être un de vos collaborateurs il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans même. J'avais rencontré un de vos prédécesseurs, Jean-Paul Bailly, dans son très beau bureau, sur une vue parisienne fantastique, avec la Tour Eiffel. Et il m'avait fait une très très belle proposition, que je n'ai finalement pas accepté parce que j'ai trouvé en Groupama, auquel j'appartenais déjà, des valeurs mutualistes qui nous ont mis dans une situation d'être aujourd'hui une véritable entreprise citoyenne au service des Français. Et ça, c'est notre grande fierté et on tient à rester sur ce modèle-là. 2 dernières questions rapides, Francis. À Nouvelle Ruralité, au Parlement rural, on a coutume de toujours répéter qu'il ne faut pas opposer ville et campagne. Vous, en tant que patron de Groupama, vous êtes bien obligé d'exister sur cette métropole. Patron de Groupama, Ronald Auvergne. Je ne vais pas avoir des ennuis avec non, mais vous êtes bien obligé. Le directeur général du groupe. Vous êtes bien obligé d'exister sur cette métropole de Lyon, sur cette ville. Il faut bien que vous soyez, même si vous êtes très civilisé, il faut bien que vous soyez urbain. Bien sûr. C'est pas antinomique. Je n'oppose pas le monde rural au monde urbain. La preuve, c'est que nous avons mis notre nom sur un stade mythique aujourd'hui. Enfin, mythique en ce moment, c'est compliqué. Pas pour l'équipe. Voilà. Mais le Groupama Stadium, aujourd'hui, effectivement, nous a ouvert des portes. Ce qui a été important dans cette collaboration, c'est qu'on avait une image du monde agricolo-agricole. Bien évidemment, ici, à Groupama Ronald Auvergne, on fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce milliard, 20% de ce chiffre d'affaires est composé du monde agricole. Donc c'est important, mais ce n'est que 20%. Les 80% restants font partie de l'ensemble des autres marchés. Donc il était important aussi pour nous d'exprimer le fait que nous nous intéressons bien évidemment au monde urbain. Mais quand vous regardez nos investissements, nous avons à peu près 1% de notre chiffre d'affaires qui est investi dans les partenariats et les mécénats. Et nous sommes aussi proches des maisons familiales, bien évidemment. Ça fait partie de notre écosystème. Eh bien, nous sommes très attachés à faire en sorte que les investissements, parce que c'est aussi des investissements, hein,
on essaye de créer quand même des relations gagnant-gagnantes, se fasse aussi dans les petits clubs, dans les petites associations, et petite n'est pas péjoratif du tout, hein, et fait qu'aujourd'hui, on essaye de rayonner sur l'ensemble de ces territoires. Puis on a une force, au-delà d'être mutualiste, c'est que nous avons des élus qui représentent notre modèle. Nous avons aujourd'hui, sur ces 12 départements, 5000 élus. Donc nous avons un maillage extrêmement fin qui représente finalement le potentiel de ce territoire. Ces élus sont de ces territoires. Ils connaissent leur territoire. On était avec eux encore hier soir à Chambéry, où on inaugurait un nouveau naming, Groupama Academy, pour le nouveau centre de formation du hand, qui, j'espère, continuera à fournir des grands joueurs pour l'équipe de France. Eh bien, on se rend compte à travers cette proximité, à travers ces élus, que cette connaissance qu'ils ont du territoire correspond exactement à notre politique, la force de nos territoires. Avoir des territoires forts, ça fait des régions fortes. Avoir des régions fortes, ça fait un pays fort. Avoir un pays fort, ça fait une Europe forte. Il nous faudra une Europe forte dans les années à venir. Si nous n'avons pas une Europe forte, alors on va se trouver en difficulté, pris entre les Américains d'un côté et le consortium russo-chinois de l'autre. Et là, il faut que cette Europe soit extrêmement forte. Je trouve ça extraordinaire de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de réfléchir à cette problématique européenne, parce qu'on s'aperçoit qu'on a les mêmes problèmes, finalement, de la Roumanie, de la France, de la Hongrie, que je connais bien, ou d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. On s'aperçoit que, finalement, nos problématiques sont assez communes. Eh bien, réfléchissons ensemble. Je le disais, ensemble, on est beaucoup plus fort, et généralement, on dit qu'on va plus loin. On va essayer de le vérifier dans les années qui viennent. Dernière question, mais vous répondez par oui ou non cette fois. Est-ce que vous pourriez être dans un espace de coworking avec Philippe Fall et Guylaine Brohan? Vous pourriez les rejoindre? Non, mais alors ça, vous avez des informations que vous ne devriez pas avoir, mais parce que c'est... Figurez-vous qu'ici, nous allons faire un campus. Nous avons 25 000 mètres carrés. Et dans ces 25 000 mètres carrés, aujourd'hui, à part vous, il n'y a pas grand monde dans cet immeuble. Ça fait du bien de vous voir, parce que moi, quand je viens de temps en temps ici, je me dis, je suis le directeur général d'un vaisseau fantôme. Effectivement, les nouvelles modalités de travail ont fait que les gens maintenant sont de plus en plus chez eux et de moins en moins dans les entreprises, surtout des entreprises tertiaires, où finalement la ressource, c'est la ressource humaine, on n'a pas de matière première à part l'information, la donnée, et donc les gens peuvent assez facilement effectivement travailler chez eux. Et donc ce bâtiment de 25 000 m², on va en faire un campus. Et on va accueillir des partenaires. On va par exemple accueillir un incubateur avec la région, avec le MEDEF, région et Groupama. On va constituer ici un incubateur pour effectivement réfléchir sur tout ce qui est transition écologique, par exemple, et qui va nous permettre aujourd'hui d'utiliser ce bâtiment en accueillant toute une série d'associations qui permettront effectivement de les loger, je pense, dans des conditions à peu près correctes. Enfin, j'espère que vous trouvez que c'est correct. On a mis des investissements quand même. Et puis, évidemment, à des prix préférentiels. Voilà. Donc on accompagne le monde associatif en leur facilitant la dimension économique, qui est quand même aussi un sujet souvent important pour les associations. Merci du scoop. Avant, je vais juste vous demander de rester 2 ou 3 minutes et je vais appeler Hélène. Ah, excusez-moi, Président. Non, moi, je trouve très bien cette ouverture de Groupama, et vraiment, c'est faire des choses ensemble entre les acteurs économiques, les associations et les élus. C'est ça la solution. Agir ensemble dans la ruralité. Très bien, merci. On avait prévu de faire intervenir Madame Noblecourt et le jeune homme dans la prochaine table ronde, mais elle va être trop longue et elle est à destination d'une partie du public. Hélène Noblecourt est la directrice générale d'Unicité, que beaucoup d'entre vous connaissent, et elle va nous en parler brièvement et nous parler surtout également, donc le service civique, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, et elle va nous parler également de l'opération mobilitaire. C'est bien cela. Merci Madame Noblecourt. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Et effectivement, finalement, je pense qu'on intervient au bon moment parce que ça fait une bonne transition entre une table ronde qui parle de mobilité et une autre table ronde qui parle de jeunesse. Donc peut-être pour présenter rapidement quand même Unicité, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais Unicité, c'est une association qui a été créée maintenant il y a plus de 25 ans et qui a pour ambition de permettre au plus grand nombre de jeunes, voire tous les jeunes, d'avoir une expérience transformante d'engagement au service de la collectivité pendant leur parcours éducatif, parce qu'on considère que finalement, si tous les jeunes pouvaient vivre quelques mois au service des autres, au service de l'intérêt général, on arriverait à construire une société un peu plus solidaire
solidaire, un peu plus fraternel, et on arriverait peut-être à mieux comprendre les différences et mieux respecter les autres. Donc, depuis 1995, c'est l'association qui est pionnière et qui a inspiré le service civique, et aujourd'hui qui développe ce service civique sur l'ensemble du territoire national, voire même en Europe, puisqu'on est en train d'inspirer, de s'étendre dans d'autres pays européens. Et donc, c'est une association qui est majeure. Elle accompagne plus de 10 000 jeunes en France chaque année dans le service civique, dans un cadre qui est assez particulier, puisque nous, on a des exigences en termes de mission, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui évoluent en collectif, donc c'est des missions en groupe, dans la diversité. Donc, on impose dans nos groupes, dans nos promotions, d'avoir des jeunes issus de tout milieu et qui ont des parcours très différents pour justement pouvoir se rencontrer et rencontrer des jeunes qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans un autre cadre. Des exigences aussi en termes de mission, puisque le service civique, c'est une réelle opportunité de construire des solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on a des défis qui sont majeurs. Les premiers défis, ça va être évidemment de se développer sur tout le territoire et donc y compris dans la ruralité. Aujourd'hui, les jeunes qui résident dans la ruralité sont sous-représentés dans le service civique. Donc, il y a quand même on va près de 160 000 jeunes qui réalisent un service civique chaque année en France. Et en fait, dans la ruralité, ils sont vraiment très, très sous-représentés. D'abord parce qu'il y a une difficulté tout simplement d'avoir une offre de mission. Donc, il y a peu de missions dans la ruralité. Ensuite, il y a souvent des difficultés de mobilité, puisque les jeunes, pour se rendre dans les structures, c'est-à-dire les associations ou les collectivités locales qui proposent des services civiques, c'est pas toujours évident, loin de là. Et puis, il y a, je pense, un plafond de verre qui est encore plus important pour ces jeunes dans la ruralité qui s'interdisent cet accès à ces dispositifs jeunesse qui sont des dispositifs normalement de droit commun et ouverts à tous. Donc, un premier enjeu très fort sur être présent sur tous les territoires pour permettre à tous les jeunes, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, leur lieu d'habitation, de réaliser cette expérience-là intéressante. Et aussi pouvoir trouver aussi et contribuer à la dynamique locale, partenariale dans la ruralité, de trouver des solutions à des problèmes, à des difficultés, à des questions. On sait qu'il y a des enjeux majeurs dans ces territoires-là et finalement les jeunes peuvent aussi être une réponse, une solution à ces difficultés. Donc c'est le moment de vous présenter du coup de ce programme qu'on a monté qui s'appelle le programme mobilitaire et qui partait justement de ces questions de difficultés ou en tout cas de grands questionnements autour de la mobilité dans la ruralité et donc de s'appuyer sur des jeunes en service civique pour pouvoir aller questionner les habitants, leurs difficultés, voir les acteurs qui sont mobilisés sur ces questions-là, essayer de fédérer des énergies, des gens pour trouver des solutions un peu innovantes, un peu décalées et les accompagner dans leur mise en œuvre. Donc je vous présente Diego qui va peut-être présenter plus spécifiquement ce que c'est, puisqu'il est chef de projet mobilitaire et donc à la fois il accompagne des jeunes et en même temps dans son territoire ils ont mis en place des actions pour développer justement des solutions un peu innovantes. Donc c'est un exemple concret. Enchanté, Diego Guijaro, chef de projet mobilitaire, comme l'a dit Hélène. Donc, pour information, le projet mobilitaire, c'est un projet expérimental à échelle nationale qui a d'abord été mis en place sur 5 territoires, puis sur 15, et qui est rendu possible grâce au financement des certificats d'économie d'énergie et EDF. Alors effectivement, l'idée, c'est d'intervenir sur des territoires ruraux où, bien malheureusement, souvent l'autosolisme est monnaie courante, où il y a peu de solutions autres que la voiture pour se déplacer. Et du coup, l'idée est de permettre une meilleure mobilité à tous. Il y a aussi cette notion d'inclusion. Donc, c'est-à-dire que les volontaires vont mettre en place des actions qui passent par de la sensibilisation auprès de divers publics, puisque ça peut être bien de mettre en place des solutions de mobilité alternatives, mais il faut aussi qu'on en comprenne l'enjeu pour les utiliser. Sinon, les habitants ne vont pas forcément se diriger par eux-mêmes forcément vers ces solutions-là. Donc il y a une première phase de sensibilisation, à peu près en même temps qu'un diagnostic territorial assez poussé. Et puis voilà, il y a aussi cette co-construction avec les habitants d'une solution durable de mobilité alternative qui pourrait arranger tout le monde. Donc on ne travaille pas qu'avec les habitants, on travaille avec les communautés de communes, et l'AMRF que je remercie d'ailleurs,
pour mettre en place des ateliers d'émergence notamment, et en fonction des besoins, des envies et des opinions des habitants, on puisse imaginer un peu la mobilité de demain. Donc juste si je peux rapidement vous trouver un exemple, il y a notamment des dispositifs... Très rapide, parce que nous sommes Ouais, attendus je finis par juste ma phrase. un ministre espagnol. Pas de souci. Notamment des dispositifs, par exemple, de covoiturage spontané qui pourraient permettre à des personnes d'utiliser moins souvent la voiture, surtout dans un contexte où on voit la flambée des prix du carburant. Voilà, merci de m'avoir écouté.